19e siècle. Alors, je vais un peu vous parler, et le fil, si vous voulez, directeur de cet exposé, c'est je vais vous raconter une petite anecdote, une espèce de mythe, de légende urbaine concernant Gauss, qui est raconté par, vous l'avez certainement peut-être entendu dire par un de vos enseignants de maths, c'est vraiment le truc le plus... C'est l'anecdote de l'histoire des maths que j'ai le plus entendue dans plein de contextes. Donc, je vais vous la rappeler, vous allez vous l'apprendre si vous ne la connaissez pas, et à partir de ça, je vais essayer de broder et de voir ce qu'on peut en faire. Donc Gauss, ça se prononce Gauss en allemand, donc Carl Friedrich s'appelait son prénom, Carl Friedrich Gauss, donc c'est date exactement, c'est 1777-1855. On l'appelait le prince des mathématiciens. Vraiment un immense mathématicien qui a fait beaucoup de choses, qui a intervenu dans beaucoup de domaines des mathématiques et de la physique aussi. Et lorsqu'il était gamin, il n'est pas tombé dans les maths quand il était petit, hein, en tout cas, il n'était pas dans une famille propre à lui faire des maths. Il était dans une famille misérable, illettrée. Et donc cette anecdote, moi j'ai essayé de faire des recherches pour cet exposé, parce que je me suis dit, quel est le fond de vérité de cette anecdote? Alors il semblerait que ça a été dit lors de son éloge funèbre par un certain Wolfgang Sartorius. Il racontait que lorsqu'il était à l'école primaire, il avait un instituteur qui s'appelait Büttner, qui un jour aurait posé à la classe une question. Un peu, alors on ne sait pas trop si c'est une punition collective ou enfin un truc, en tout cas pour les tenir occupés, parce qu'ils étaient pas sages. Il a demandé à la classe, c'est pas le niveau de la classe, c'était, il y avait 7-8 ans peut-être. Donc vous allez me calculer ça, 1 plus 2 plus 3, etc., plus 100. Donc avec ça, en principe, si vous posez ça à une classe de primaire, normalement vous avez la paix pendant un moment. Vous êtes d'accord? Ouais, ça va les occuper. Et donc, stupéfaction du Büttner en question, quelques instants après, le petit Gauss se pointe avec sur son ardoise le résultat. Et donc, l'instituteur est resté stupéfait et a pris conscience des capacités mathématiques de son élève. Voilà ce que raconte la petite histoire. Alors, comment avait fait Gauss pour faire ça? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette histoire? Oui. Vous savez? Non? Alors, si c'est nouveau. Et alors, si vous en avez entendu parler, vous savez aussi comment il avait fait pour calculer ça rapidement? Oui, vas-y. 100 fois 100 plus 1 sur 100. Tu dis 100? 100 fois 100 plus 1 sur 100. Oui, mais d'accord, mais comment il est tombé sur cette formule? Oui, voilà, alors il y a plusieurs façons de présenter, effectivement, soit vous dites j'ajoute comme ça, mais alors ce que je trouve le plus parlant, c'est en fait d'écrire la somme, ça revient même, de l'écrire à l'envers, on part du plus grand vers le plus petit, donc c'est-à-dire on écrit 100 plus 99 plus 98 plus etc. plus 1. Donc ça c'est la somme S que je cherche à calculer. Donc vous l'écrivez à l'endroit ou à l'envers, c'est pareil. Et puis vous additionnez. Donc là vous avez 2 fois votre somme. Et ce que vous faites, c'est que vous ajoutez comme ça par paquet de 2 verticalement. Et à chaque fois vous trouvez 101, 101, 101 et vous l'avez 100 fois. Donc ça revient à faire une seule multiplication. 100 fois 101. Et donc vous trouvez que S c'est 50 fois 101. Donc ça fait 505 fois 10, ça fait 5050. Voilà. Donc voilà comment aurait fait Gauss pour trouver cette somme. Voilà. Alors, donc à partir de cette anecdote, je vais me dire, supposons que donc cette somme en l'honneur de Gauss, je vais la noter G1 de n. Donc c'est 1 plus 2 plus n, parce que
Ce que je viens de faire, vous voyez, pour 100, j'ai envie d'avoir une formule générale, parce que si on demande la somme jusqu'à 1055, par exemple, comme ça fait, jusqu'à un n général. Donc ça, je vais l'appeler G1 de n, et si je l'écris de manière ramassée, donc ça va être la somme de k égale 1 à n, des nombres k. Donc, dans un premier temps, je vais essayer de vous présenter plusieurs preuves, plus ou moins alambiquées, du fait que ça vaut ce que vous savez. À savoir, vous savez le résultat, ça vaut N fois N plus 1 sur voilà, c'est n fois n plus 1 sur 2. Donc, je vais commencer par donner plusieurs preuves de ça. Puis ensuite, vous savez, les matheux, évidemment, ils aiment bien, quand ils savent résoudre une question, ils se posent des généralisations. Alors, la généralisation naturelle, c'est de se dire, mais là, supposons que j'ajoute les carrés. 1 carré, plus 2 carrés, plus 3 carrés, plus 4 carrés, est-ce que je sais le calculer facilement? Et puis les cubes, les puissances 4, et puis de manière générale, les puissances P quelconque. Donc je vais noter de manière générale le Gn bis P de n égale 1 puissance P plus 2 puissance P plus n à la puissance P. P c'est un entier naturel, non nul. Et donc je vais essayer de voir si on peut calculer ça de manière intéressante. Et alors, si tout ça ne suffit pas à occuper votre petit gosse, parce qu'il est trop malin, donc, la dernière, donc jusque-là, c'est ce qu'on appelle de l'algèbre, on va faire de l'algèbre, et puis on va passer ensuite dans une version plutôt analyse, et je vais me demander qu'est-ce qui se passe si, au lieu de calculer jusqu'à n, ben, je calcule jusqu'à l'infini. Alors là, on va basculer, on va changer de sport, et on va invoquer deux autres mathématiciens tout aussi géniaux que Gauss. C'est d'abord, dans l'ordre chronologique, Léonard Euler, qui était un peu antérieur à Gauss, qui était un grand mathématicien suisse du XVIIIe. Et surtout, pour cette somme-là, vous en avez peut-être entendu parler, non, s'il y a des gens curieux, il y a beaucoup de vidéos sur Internet là-dessus. Ça fait intervenir un grand mathématicien indien qui s'appelait Ramanujan, qui a vécu à la charnière du 19e, 20e siècle, qui est mort très jeune, 32 ans. Mathématicien tout à fait original, génial, et donc qui a fait des choses absolument incroyables. Et donc je vais essayer de vous parler de ça. C'est ça. Ok, c'est ça le programme. Et donc là, il y a de quoi occuper le petit gosse au moment. Alors, commençons par donc, un calcul de G1 de n. Alors, première méthode, je l'ai dit, c'est la méthode de Gauss. Donc, il consiste à écrire, je l'aurais écrit juste pour mémoire. Donc ça c'est G1 de n, je l'écris deux fois. J'additionne et donc j'ai 2 G1 de n. Égale donc, en faisant la somme comme ça, c'est n fois n plus 1. Donc on a le résultat. Alors deuxième façon de faire, qui est moins drôle. Ah, prenez des notes, je ne passe pas. Si tu peux effacer. Hein. Ouais. Deuxième façon de faire. Alors ça, c'est une méthode, je dis que c'est moins drôle, mais en même temps, c'est une méthode extrêmement puissante. Non pas de création, pas d'invention, mais de preuve. Et ça, c'est l'étoile dans le programme de terminale. C'est, vous allez me le dire tout seul, vous voulez démontrer, vous avez un truc, un énoncé qui est quel que soit n appartenant à n. Donc vous allez montrer que Gn de n égale n plus 1 sur 2. Donc quand vous voyez ce genre d'énoncé, un réflexe conditionné que vous devez écrire en terminale, c'est quoi? Raisonnement par récurrence. La plupart du temps, lorsque vous avez une propriété comme ça qui est indexée, vous voulez montrer qu'elle est valable pour tous les entiers, ou pour tous les entiers à partir d'un certain entier. Réflexe, toujours, récurrence. Voilà, bon, je ne vais pas le faire parce que c'est pas très drôle et que
d'autres trucs à vous raconter. Généralement, on l'a déjà fait. Voilà, c'est pas difficile en plus. Hein. Mais il faut bien que vous vous rendiez conscience que ça va vous fournir une preuve rigoureuse de la chose, mais que vous ne pouvez pas inventer la formule avec ça. Il faut qu'on vous la donne ou que vous l'ayez deviné. Deviner en faisant des expériences. Donc par récurrence. Alors ensuite, une preuve, on va dire géométrique. J'aime bien ce genre de preuve, il y en aura plusieurs. C'est ce que j'appelle, enfin, c'est pas moi qui ai inventé ce terme, c'est les preuves sans mots. Vous faites un dessin et puis tout c'est clair. Alors, je vais voir, en fait, je vais compter des petits carrés. Moi j'aime bien faire ça quand il y a des carrelages. Bon, là, vous devez ajouter un. On va dire que l'unité, voilà, vous comptez des. Imaginons que ça soit l'unité carrée, là. Vous comptez combien il y a de carrés. Si j'en ajoute 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. Pour vous imaginer votre truc. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc vous comptez une surface en fait. Vous comptez 1 plus, donc sur 1 mètre carré, plus 2 fois 1 mètre carré, 3 fois, etc. Eh bien, vous complétez le carré, vous complétez le carré. C'est comme ça. Alors, donc là vous avez n sur n. Et puis, donc, la surface qui est, je prends une autre couleur. Vous calculez la surface qui est là, du triangle qui est l'hypoténuse verte et puis le rectangle là. Vous avez quelle surface? La surface ici. Là. Ben, votre carré, c'est n au carré, la surface. Donc votre triangle, il a n au carré sur 2. N au carré sur 2. Si vous faites ça, vous n'avez pas compté tout à fait la somme de l'aire bleue, puisque vous avez oublié à chaque fois un demi-carreau, un demi-carreau, un demi-carreau. Vous avez oublié combien de demi-carreaux? N. Et ça, c'est exactement ça. Ok? Donc vous avez une preuve visuelle, hein, géométrique, sans mots, de cette forme. Alors, juste au passage, une petite digression. Si vous ajoutez, non pas tous les nombres, mais juste les impairs, vous faites 1, plus 3, plus 5, plus 7, vous arrêtez à l'impair que vous voulez. Donc vous arrêtez à un impair, vous savez que la forme générale d'un impair, c'est un truc qui s'écrit D au K plus 1. Très bien. Ben ça, je dis que quel que soit le cas où vous arrêtiez, ça c'est un carré. C'est un carré parfait. Pourquoi? Ben c'est un peu le même genre de truc. Vous comptez 1 ici. Et pour avoir plus 3, ben vous entourez votre carré de 3. D'accord? 1 plus 3. Et puis après, vous l'entourez un, 2, 3, 4, 5, etc. Une fois vous épaississez, vous ajoutez une équerre. Les Grecs appelaient ça un gnomon. Et donc ça vous fait un carré. Preuve sans mots, je fais que c'est un carré. Vous pouvez même savoir le carré de quoi c'est. Ça va être, si là je suis allé jusqu'à 3, donc 3 c'est k égale 1, ça correspond à k. Pardon, je suis allé jusqu'à 5, donc c'est k égale 2. Et en fait c'est 3 au carré, donc on peut intuiter que c'est en fait exactement k plus 1 au carré. Bon, c'est pas directement lié à mon problème, mais c'est le même genre de petites preuves sans mots, géométriques, hein, que j'aime bien.
Ça va jusque-là? Alors, on va un peu changer de braquet. Petite idée. Alors, je vais vous faire une preuve un peu par l'analyse. Alors, c'est une preuve qui est inutilement tarabiscotée. Vous allez voir qu'elle est beaucoup plus longue que tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Mais j'aime bien aussi quand même. Donc, c'est une preuve par l'analyse. L'analyse, ça veut dire quoi? Donc, la qualité de tarabiscoté. L'analyse, ça veut dire que on va utiliser des concepts de l'analyse sur une fonction, dérivation, limite, ce genre de choses. Alors je pars de cette somme 1 plus x au carré plus x à la puissance n. Ça, c'est vous ajoutez les termes d'une suite géométrique de raison x, le premier terme 1. Donc, vous savez ce que ça vaut. Ouais, ça, c'est un truc assez central aussi dans votre programme. Ça vaut 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. Du moins si x n'est pas égal à 1. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ouais, ça, c'est un truc important, c'est de savoir. Hein. Bien. Alors, Différent si, de ouais, différent de 1, tu de, peux maintenant. de 1. Alors, si on veut faire apparaître 1, plus 2, plus 3, plus n, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire à gauche? Est-ce que vous voyez apparaître... là, il y a... est-ce que j'ai une façon naturelle de faire apparaître 1 plus 2 plus n? Je vous ai un peu vendu, j'ai dit le mot il y a 2 minutes. Comment? X plus 2. Non, pas vous avez plus de 1, non. En On fait les sommes de la puissance. Et comment on peut En faire dérivant, oui. Oui, si vous dérivez, vous allez faire descendre la puissance devant le x. D'accord? Si je dérive, on dérive. Ça va vous donner, bon, la dérivée de 1, 0. 0. Bon. Dérivée de x, 1, plus 2x, plus 3x au carré, plus etc., plus n, x puissance n moins 1. Si vous remplacez x par 1, ben vous avez la somme de Gauss. 1 plus 2 plus 3 plus n. Bon. Ah, le problème, c'est qu'on ne peut pas. Ah ouais, là, je peux remplacer par x par 1. À droite, j'ai une expression en revanche qui n'est pas définie pour x égale 1. A priori. D'accord? C'est ça, j'ai dit que c'était vrai pour quel que soit x différent de 1. Mais qu'à cela ne tienne. Donc pour l'instant, ben, je vais écrire que c'est la dérivée. Je vais l'écrire comme ça pour l'instant. 1 moins x n plus 1 sur 1 moins x. On va la calculer. Ça vous fera un petit calcul de dérivée de u sur v. Et après, ben, j'ai envie de remplacer x par 1. Donc là, je peux remplacer brutalement x par 1. Là, je ne peux pas le remplacer brutalement. Mais je peux essayer de voir qu'est-ce qui se passe quand je fais tendre x vers 1. C'est la limite de ce qui est à droite qui va me donner ce qu'il faut. Alors, ça vaut quoi la dérivée de 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x? Alors, c'est u sur v, donc c'est quoi? U prime v. Alors, voilà, u prime. Alors, si vous dérivez ça, en haut, ça fait moins n plus 1 x puissance n fois v. Donc, fois 1 moins x. Moins. Donc, u, 1 moins xn plus 1. Donc, moins, donc ça fait un plus ici. Hein. C'est ça? Oui. D'accord? Tout ça divisé par 1 moins x au carré. C'est bon? Alors, ben, il faut que je sois capable de calculer la limite de cette chose, quand x tend vers 1. Alors, vous avez une méchante forme indéterminée, hein, parce que vous voyez que c'est 0 sur 0.
puisque si vous remplacez x par 1, bon, en bas ça s'annule, mais en haut aussi, ça fait 0 ici, ça fait 0 ici. Donc c'est une forme indéterminée, donc il faut essayer d'enlever l'indétermination. Donc je vais calculer la limite quand x tend vers 1. Donc c'est une forme indéterminée, je vais me dire, du type 0 sur 0. Alors, plutôt que ce sera plus simple, plutôt que de calculer, si vous voulez, la limite quand x tend vers 1, je préfère écrire x sous la forme. Je vais poser x égale 1 moins h. Donc, faire tendre x vers 1, ça revient à faire tendre h vers 0. Et je vais réécrire cette expression-là à l'aide de h. Donc, ça je vais l'appeler phi de x. Donc si je calcule le phi en 1 moins h, c'est égal à quoi? Alors, ça fait moins n plus 1 fois... Alors, si le x il vaut 1 moins h, donc ça fait 1 moins h à la puissance n. Et puis le 1 moins x qui est ici, 1 moins x il vaut h. Donc ça fait ça. M'arrêtez si je me trompe. Plus 1 moins donc 1 moins h à la puissance n plus 1. Et tout ça divisé par h au carré. Alors, de quoi faut-il se convaincre pour voir que ça a une limite finie? En haut, vous voyez que bon, ça va être une expression qui va être une somme de puissance de h. Si par malheur il y a un terme constant, imaginons qu'il y a un terme constant. Parce que ça va être un terme constant, a priori, plus un certain nombre de fois h, un certain nombre de fois h carré, de h cube, etc. S'il y a un terme constant, c'est mort, parce que ça non nul. Alors, imaginons qu'il y ait un terme constant 1 sur h carré. Quand je vais faire tendre h vers 0, ça va faire 1 sur le 0, ça va faire l'infini. Il n'y aura pas de limite finie. S'il y a un terme en h, pareil, je vais avoir du... Parce que vous savez, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais pour regarder ici vous avez une expression donc en haut qui est un polynôme en h, une somme de puissance de h, sur une puissance de h. Donc pour regarder la limite en 0, vous regardez le rapport des termes de plus bas degré. Et si c'était à l'infini, vous regarderiez le rapport des termes de plus haut degré. Bon, là, le plus haut degré, le plus bas degré, en bas, c'est la même chose, il n'y a que h carré, mais en haut, donc ce qui est important, c'est de voir que le terme de plus bas degré, minimum, il est en h carré, c'est-à-dire que les termes constants sont 0, et les termes en h sont 0 aussi. Et donc la limite, ça sera le coefficient que je vais trouver devant h carré en haut, sur 1. Donc, la limite que je cherche, en fait, c'est le coefficient qui est devant h carré au numérateur. Alors, le terme constant, c'est quoi? Terme constant du numérateur. Je ne vais pas écrire tout, je n'en ai pas besoin. Je vais pas me casser la tête. Alors, le terme constant, ici, est-ce qu'il y a un terme constant là? N plus 1. Ah non, parce que regardez, il y a h qui est un facteur. Oh. Donc tout. Non, mais là, ici, bon. Quand vous développez ça, 1 moins h puissance n, ça vous l'avez appris, je crois, c'est le binôme de Newton. Bon. Donc il va y avoir des termes constants, il va y avoir. Imaginons que n vaille 2, par exemple, pour fixer les idées. Vous avez une identité remarquable. 1 moins h au carré, donc c'est 1 moins 2h plus h carré. Donc il y a un terme constant. Et vous le multipliez ici par h. Donc il n'y a pas de terme constant ici. Ok? Et le terme constant ici, c'est quoi? Il y a 1 moins. Et quand vous développez ça, c'est quoi le terme constant là-dedans? C'est 1 aussi. Le terme constant, en fait, ça correspond à la valeur quand vous faites h égale 0. Donc quand vous faites h égale 0, ici, tout ça, c'est nul, puisque
puisqu'il y a h en facteur. Et quand vous faites h égale 0, vous trouvez ici 1 moins 1 puissance n plus 1, c'est-à-dire que ça fait 0. Donc le terme constant en h, il est nul. Ouf. Ça, c'est déjà un point d'acquis. Ensuite, quel est le terme en h? En h du numérateur, toujours. Bon, alors, vu que j'ai h en facteur, ça revient à trouver le terme constant de ça. Mais le terme constant de ça, c'est quoi? Le terme constant dans 1 moins h puissance n, c'est 1. Donc j'ai 1 fois moins n plus 1. Donc j'ai moins n plus 1. Et ici, c'est quoi? Eh bien, bon, les 1, ils se sont barrés. Quand vous développez ça par le binôme de Newton, vous obtenez quoi? Vous avez le triangle de Pascal qui est là-bas. C'est quoi le début du développement de 1 moins h puissance n plus 1? Je vais l'écrire. Donc si vous écrivez 1 moins h à la puissance n plus 1, quand vous le développez par le binôme, vous avez 1. Ensuite, le terme en h, c'est quoi? Ça va être moins. Donc c'est 1 parmi n plus 1. Fois h. Que j'écris parce que j'en aurai besoin après. Plus, ensuite c'est 2 parmi n plus 1 de h carré. Et puis après, etc. Les termes après, je n'en ai que faire pour l'instant. Donc, quand vous développez ici, vous voyez le 1 moins 1, il s'en va. Et le terme en h, c'est quoi? Ça fait donc moins. Avec ce moins là, ça fait plus. Donc c'est 1 parmi n plus 1. Et 1 parmi n plus 1, c'est n plus 1. Et donc ça fait à nouveau 0. Donc il n'y a pas de terme en h dans mon numérateur. Et alors maintenant, le terme en h carré, c'est lui qui va me donner la limite. Alors, le terme en h carré, c'est quoi? C'est le terme en... Puisque j'ai h qui est devant ici, c'est le terme en h qui est là-dedans. Le terme en h qui est là-dedans, c'est quoi? C'est la même formule, mais avec n à la place de n plus 1. Donc je vais avoir moins 1 parmi n. 1 parmi n, c'est n. Donc ça fait, avec ce moins qui est là, ça fait n plus 1 fois n. Ça, c'est le coefficient de h carré là-dedans. Et puis, là-dedans, c'est écrit là. Vous avez moins 2 parmi n plus 1. Et ça vaut combien 2 parmi n plus 1? Vous avez dit qu'on allait changer de braquet là, c'est plus compliqué. Hein? Donc ça vaut combien ça? 2 parmi n plus 1, ça vaut n plus 1. N plus 1 fois n divisé par 2. Vous faites, de manière générale, quand vous avez k parmi n, vous faites quoi? Vous faites n, n moins 1, etc. jusqu'à n moins k plus 1, et vous divisez par k factoriel. Donc ici, vous faites juste, vous partez de n, donc n plus 1, donc n plus 1, fois n plus 1 moins 1, donc n, et vous divisez par factoriel 2, donc ça fait 2. Donc ça fait finalement n fois n plus 1, moins n fois n plus 1 sur 2. Et donc vous trouvez que ça fait bien n plus 1 sur 2. Donc la limite de tout ce bazar quand h tend vers 0, c'est n plus 1 sur 2, puisque c'est le coefficient de h carré en haut, donc c'est ce coefficient fois h carré divisé par h carré. Quand vous faites tendre h vers 0, ça vous donne ce nombre. Et quand vous faites tendre dans le membre de gauche x vers 1, vous obtenez la somme de Gauss. Donc vous avez une preuve par un calcul de dérivation et de limite de cette somme de Gauss. Bon. Je sens que vous n'aimez pas ça. Alors on change.
Alors juste, vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout compris sur le 2 parmi n plus 1, parce que normalement, c'est des choses qu'on est censé évoquer en SP, en combinatoire et dénombrement, et c'est des choses qu'on verra tout à la fin de Ouais. l'année. Ok. Donc c'est normal si... Monsieur, Après, c'est la technique que vous avez dit, c'est plus simple de calculer. Hein. De quoi? Je vous ai dit pour Minov de Newton, il y a un truc plus simple. C'est ça? C'est le truc avec les factoriels et tout. Ah oui, ça, on peut aussi l'écrire. Ça s'écrit aussi, c'est factoriel n sur factoriel k, factoriel n moins k. C'est deux formulations qui sont équivalentes. Alors, changeant, je vous donne une dernière preuve du calcul de G1. J'en étais à je ne sais plus quoi, c'est la D, celle-là? La D, on va faire E. Alors, par différence finie. Alors ça, c'est une preuve qui va avoir beaucoup d'avenir, parce qu'on va la retrouver pour le calcul général. Tu peux arrêter d'accoucher, ça fait vivre la caméra. Ça, c'est une méthode qui est prometteuse. Alors, je l'explique. Donc, G1 de n, on a dit que je veux calculer la somme des k, pour k qui varie de 1 à n. Alors, de manière qui peut paraître étrange, je vais m'intéresser au carré. Donc, je vais faire la différence finie, c'est-à-dire je vais faire la différence de deux carrés consécutifs. K plus 1 au carré moins k carré. Alors, si vous développez ça, ça fait quoi? Ben, ça fait donc k au carré plus 2k plus 1 moins k carré. Ça semble. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sommer, ça c'est valable quel que soit k, ben, je vais sommer toutes ces égalités, depuis k égale 1 jusqu'à k égale n. Donc je vais obtenir ceci. Égal. Donc là, il me reste que 2k plus 1. Et d'ailleurs, je pourrais utiliser la petite remarque de tout à l'heure, en fait, je suis en train d'additionner les nombres albères. Mais bon, je ne vais pas le faire. Donc, je vais dire que additionner tous les 2k plus 1, c'est faire 2 fois la somme de k égale 1 à n des k. C'est ce qui m'intéresse. Plus, j'additionne que des 1. Je les additionne combien de fois? Et donc, N fois. voilà, n fois 1 plus 1 plus 1, n fois. Donc, j'ai plus n. Vous êtes d'accord avec ça? Et donc, ça, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce que je cherche. C'est G1 de n. Bon, donc je suis content parce que j'ai 2 fois ce que je cherche. À n près, ça vaut ce que... Mais alors, le premier réflexe, c'est de se dire, là, on tombe de Caribansi là, parce que je ne sais déjà pas calculer, parce que j'essaie de calculer la somme des k, et là, je me retrouve à calculer la somme des k carrés, ce qui est la suite du programme, en réalité. Donc, ça a l'air idiot comme méthode. Mais pas tant que ça, pourquoi? Parce que, en réalité, vous voyez, dans cette somme, évidemment, si vous les séparez, les deux sommes, que vous dites, eh ben, il faut que je calcule la somme des k carrés, ça n'aura servi à rien. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que la première somme, celle où vous additionnez les k plus 1 carré, auquel vous soustrayez la somme des k carrés, c'est les deux mêmes, mais elles sont décalées d'une unité. Il va y avoir ce qu'on appelle un phénomène de télescopage. Alors, regardez, ça je l'écris, donc quand vous additionnez les k plus 1 au carré, vous allez démarrer à 2 ici. Donc vous allez avoir 2 au carré, plus 3 au carré, plus... Alors, quand k va valoir n moins 1, vous allez vous retrouver avec n au carré, plus n plus 1 au carré. Ça, c'est la somme de tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, si je l'explicite comme ça? 2 au carré, plus 3 au carré, plus n carré, plus n plus 1 au carré.
Puis vous allez soustraire l'autre. Moins la somme de tous les carrés, de 1 à n. Donc il va y avoir quoi? Moins 1 au carré, moins 2 au carré, moins, etc., moins n au carré. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il y a une simplification massive des choses. Pourquoi? Parce que le 2 au carré il se barre avec celui-là, le 3 au carré il se barre avec celui que je n'ai pas écrit qui est là, le n au carré il se barre avec celui-là. Et donc il ne reste pas grand-chose, il vous reste en fait les deux extrémités. Il vous reste le n plus 1 au carré et le moins 1. Très bien. Donc on obtient l'égalité suivante. D'où on obtient que n plus 1 au carré moins 1 est égal à 2 fois g1 de n plus n. Bon, mais maintenant, on calcule. Donc n plus 1 au carré, ça fait n au carré plus 2n plus 1 moins 1. Ça s'en va. Égale 2 fois g1 de n plus n. Bon, ce n, on le rapatrie ici. Et donc, vous obtenez 2 fois g1 de n égale n au carré plus n, 2n moins n. Et donc, ça vous donne bien la formule qu'on connaît de maintenant par cœur. G1 de n égale, ça vous pouvez factoriser n ici, n fois n plus 1 sur 2. D'accord? Voilà. Alors cette preuve, elle a de l'avenir, vous allez le voir, parce que de manière systématique, quand je vais vouloir calculer par exemple la somme des k carrés, je vais pouvoir faire la même chose alors en introduisant ici la somme, la différence finie sur les cubes. Et quand je vais vouloir calculer la somme des cubes, je vais le faire avec avec la différence finie sur la puissance 4, etc. On va le voir. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, c'est bon? Oui. Alors, donc, j'ai mis donc 2, calcul, 2, on va dire G2 et G3. Alors, première preuve, on va le faire. Bon, maintenant, on va calculer G2 de n par la méthode que je viens d'indiquer ici, par différence finie. Par différence finie, donc G2 de n. Ça vous fera manipuler le binôme. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait, je viens de le dire à l'instant, on va introduire la différence k plus 1 cube moins k cube. Donc, k plus 1 cube moins k cube est égal à quoi? Alors, là, pour le coup, vous avez le triangle de Pascal, puisque le triangle de Pascal, bon, ça donne que des valeurs numériques. Donc, on est à la ligne 1, 3, 3, 1, quand vous développez le cube. A plus B au cube, binôme de Newton, ça fait A cube plus 3A carré B plus 3AB carré plus B cube. 1, 3, 3, 1, B cube. Donc ici, quand vous l'appliquez à K plus 1 au cube, ça va vous donner K au cube plus 3K au carré plus 3K plus... Non, plus 1, 3, 3, 1, les coefficients, moins K cube. Vous êtes d'accord? Oui. Bon, alors, les K cubes ici, ça s'en vont. On additionne tout ça, joyeusement, de K égale 1 à N. Je vais aller un peu plus vite que là, de K égale 1 à N. Et qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, ici,
c'est le même phénomène que là-bas. Vous avez vos deux sommes qui se télescopent, tout se barre, sauf les deux extrémités. À savoir, qu'est-ce qui va survivre là de cette somme? Juste le plus grand, c'est-à-dire pour k égale n, n plus 1 cube, moins le plus petit. Ici on avait, vous voyez, ici on avait n plus 1 carré moins 1. Là on a n plus 1 cube moins 1. Ça c'est le résultat de la sommation télescopique à gauche. Égal. Alors égal, là-dedans, qu'est-ce que vous avez? Ben, vous avez 3 fois la somme des k carrés. Ça, c'est ce que vous cherchez. C'est 3 fois G2 de n. Plus 3 fois la somme des k. Ah, ça, on vient de le calculer. C'est G1 de n. Donc plus 3 fois n plus 1 sur 2. Plus ben, les 1, j'additionne 1 plus 1 plus 1 plus 1, n fois, parce que comme tout à l'heure, ça fait n. Voilà, donc j'ai cette... et donc, vous voyez, on voit bien que on récupère G2 de n, ben, il faut développer ici, ça vous fait quoi? Ben, c'est à nouveau, vous allez utiliser le binôme à la ligne 3, donc ça vous fait n au cube, plus 3n au carré, plus 3n, plus 1 moins 1, ça s'en va. Bon, ben, pour gagner un peu de temps, vous... on va le retrouver. Vous me faites confiance, on va trouver. Peut-être que vous la connaissez, cette formule, je ne sais pas. Donc vous arrangez, donc vous avez 3G2 de n qui vaut ça, vous faites passer moins 3, blablabla, vous l'arrangez, vous développez. Et vous allez trouver, d'où, je mets 3 petits points de suspension, G2 de n, vous allez trouver n fois n plus 1 fois 2n plus 1 divisé par 6. On trouve ça. Voilà, donc ça c'est une première façon de calculer. Je préfère pas trop m'étendre là parce qu'après on va le faire, mettons pour pour n égale 4, on va pas faire 50 fois la même chose. Donc, parce qu'on aura une formule générale, il suffira de l'appliquer. Alors, deuxième façon de le prouver, ben, une fois que vous l'avez obtenu par exemple par cette méthode, si on vous la donne, vous pouvez toujours la démontrer. Pardon? On peut partir de là aussi. Pour ça. Partir de là pour trouver quoi? Pour trouver la forme du dé. Là, ce qui m'intéresse, c'est de calculer ça. C'est ça que je ne sais pas calculer. Donc là, je l'ai. L'idée, ça va être qu'on va calculer de manière itérative en fait, les GP de n, connaissant les GP intérieurs. Donc là, en fait, ce qui intervient ici, ça c'est G1. Ce que j'ai écrit ici, c'est G1. Donc si je connais G1, ben, je connais G2. Après, maintenant que je connais G1 et G2, je vais connaître G3 parce que j'ai une formule qui va faire intervenir les 3, etc. Donc, ça va être itératif. Alors, évidemment, on peut toujours trouver cette formule, une fois qu'on vous la donne, toujours pareil, par récurrence. Vous pouvez le faire si ça vous amuse, mais ce n'est pas très drôle. Alors, une preuve qui est plus intéressante, c'est, on va le faire par une preuve sans mots. Un truc que je trouve assez joli. Alors, une preuve sans mots. B, C. Alors, je vais prendre un triangle. Je vais prendre 1, comme ça, 2, jusqu'à n. Je vais l'écrire aussi comme ça, 2, jusqu'à n.
Et puis là, je vais mettre que des n. Donc là, vous comprenez que, je ne sais pas si j'ai écrit assez de trucs, peut-être que je vais en écrire un peu plus. Donc là, vous aurez 3. Là, vous aurez 3. Donc après, il y a 4, bien sûr, 4, et ici 4. C'est une pierre équilatérale, comme ça que je remplis. Hein. Et puis, en haut, au sommet, j'ai n. Et puis là, j'ai n, ici. Et là, je remplis qu'avec des n. OK? Alors, je prends ce triangle et je vais le tourner 2 fois. Je vais faire des rotations de 120 degrés. Et donc, je vais mettre ce côté-là, je vais le mettre sur la base. Et puis après, je vais mettre ce côté-là sur la base. Alors, on va les dessiner. Je vais essayer de ne pas me tromper. Donc, si je le fais tourner, ça va donner quoi? Il va y avoir n. La charnière n jusqu'à 1. Vous êtes d'accord? Ici, donc ce côté-là, il est passé là. Et puis après, j'ai donc ici 1, 2, 3 jusqu'à n. Et puis là, j'ai que les n. Vous êtes d'accord avec ça? Donc ce côté-là, je l'ai passé là, celui-là, je l'ai passé dessous, et celui-là, je l'ai passé là. Et puis je le tourne encore une fois. Donc si je le tourne encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir le côté n en bas. Donc, je tourne, et puis je vais avoir donc en fait le sommet 1 en haut, 2, 2. Est-ce que vous comprenez mon dessin? C'est juste un dessin. Hein. Donc, je suis parti de ce triangle et je l'ai tourné une première fois de 120 degrés et une deuxième fois de 120 degrés. Si je le retourne encore une fois de 120 degrés, je refais une rotation de 360, je retombe sur le triangle initial. Bon. Ok. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, alors ici, évidemment, la pièce qui est là, c'est quoi? C'est un 3. Hein, ici. Alors, pourquoi il m'intéresse ce triangle? Parce que si vous le regardez comme ça, vous l'additionnez comme ça, et bien, vous allez avoir quoi ici? 1. Là, vous allez avoir 2 au carré. 2 plus. J'additionne. Hein. Je fais la somme de toutes les pièces. Là. Ici, j'ai 3 plus 3 plus 3. Donc, ça fait bien 9, c'est-à-dire 3 au carré. Et puis ici, j'ai, de manière générale, n plus n plus n plus n plus n, n fois. Donc, j'ai n au carré. Vous êtes d'accord? Donc, la somme de toutes les pièces là, dans un triangle, c'est ce que je cherche. Oui? Bon. Mais quand même, évidemment, mes triangles, je les ai juste positionnés différemment, donc je n'ai pas changé la somme. Vous êtes d'accord? Maintenant, je les ajoute. Ces 3. J'ajoute ces 3 trucs. Donc la somme totale des pièces, c'est combien? Ben, ça va être 3 fois ce que je cherche. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon. Et ça, c'est égal à quoi? Ben maintenant, je vais les compter différemment. Regardez, en haut, il y a quoi? Mettons, si je prends la pointe là. N plus N plus 1. Oui? 2N plus 1. Bon, regardons là aussi les trucs écrits explicitement. 1 plus N plus N. 2N plus 1. Bon, vous voulez essayer celui-là? Donc ici, il y aurait quoi? Il y aurait N. Et ici, il y aurait N moins 1. J'additionne. 2 plus N, ça fait N plus 2, plus N moins 1. 2N plus 1. Là, vous pouvez vous convaincre que quand vous additionnez comme ça, case à case,
vous obtenez constamment 2n plus 1. Vous êtes d'accord? Et combien de fois vous l'obtenez? Ah non. Non, non. Vous l'obtenez autant de fois qu'il y a de cases dans votre triangle. Combien il y a de pièces dans votre triangle? Parce que à la pointe, vous obtenez 2n plus 1. Ici, vous obtenez 2n plus 1. Pour chaque rond qui est dans le triangle, vous obtenez 2n plus 1. Il y a combien de ronds dans le triangle? Il y en a un, plus 2, plus 3, plus etc. plus n. Et ça vaut combien? Ça vaut, on vient de le calculer de 36 manières, n plus 1 sur 2. Moralité, bah vous divisez par 3, vous trouvez que G2 de n égale ce qui est écrit là-bas, n plus 1, 2n plus 1 sur 6. C'est joli, non? Bon. Alors, une autre preuve sans mots, mais cette fois pour G4, G3, pardon. Donc, petite idée. G3 de n. Alors, G3 de n, donc je rappelle, ça va être quoi? C'est la somme des k cubes. Donc c'est 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 au cube, plus n au cube. Voilà, j'aimerais trouver la valeur de ça. Alors je vais faire un peu un triangle. Un peu un truc dans ce genre, mais il n'y aura qu'un seul trait. Donc je commence à mettre, je mets un 1 en haut. Je vais mettre tous les impairs. Alors 1. Au deuxième étage, je vais mettre 2 impairs qui suivent, 3, 5. Et puis là, je vais mettre 7, donc 9, 11. Et puis je continue, 13, 15, 17, 19, etc. Bon, vous imaginez, vous le prolongez autant que vous voulez. Alors, quand vous additionnez comme ça, qu'est-ce que vous obtenez? Bah, vous obtenez 1, mais 1, vous m'accorderez volontiers que c'est 1 au cube. 3 plus 5, 8, c'est 2 au cube. 9 et 7, 16, plus 11, 27. Au cube. Bon là, croyez-moi, c'est 4 au cube, etc. Donc la somme de toutes les pièces de ce triangle, si vous l'arrêtez où vous voulez, c'est ce que je cherche. Bon. Donc en fait, j'obtiens que G3 de n, c'est la somme des nombres impairs. 1, plus 3, plus 5, plus 7, plus 9, plus 11. Alors ces nombres impairs, je vais les noter ici, mettons 2k moins 1. Dans ce cas, j'additionne depuis k égale 1. Ça, pour k égale 1, j'ai 1. Et je vais additionner jusqu'à où? Jusqu'où? Bah, combien j'ai de... Non. Non. J'en ai... Je ne sais pas combien j'en ai. Je n'ai pas ce n là, en tout cas. En fait, j'en ai... si là, je suis arrivé jusqu'à... donc en bas, n au cube. La dernière, c'est n au cube, puisque je veux calculer ça. Là, j'ai une pièce. Là, j'ai deux pièces.
Là, j'ai 3 pièces. Donc là, j'ai n pièces. Donc des pièces, j'en ai combien? Là, j'en ai 1, plus 2, plus 3, plus etc., plus n. À nouveau. Donc j'en ai G1 de n. Vous êtes d'accord avec ça? Donc en fait, j'additionne jusqu'à G1 de n. Donc je connais la valeur, c'est n plus 1 sur 2, mais je préfère l'écrire G1 de n. Vous allez voir pourquoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bon, ben donc ça c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à 2 fois la somme de k égale 1 à n de 1 pardon, à G1 de n des k moins, eh ben, j'additionne des 1 ici autant de fois qu'il y a de nombres entre 1 et G1 de n. Donc 1 plus 2, 1 plus 1 plus 1 plus 1, G1 n de fois. Maintenant, ça, je sais ce que ça vaut. En fait, c'est G1 de n. J'additionne les k depuis 1 jusqu'à un certain nombre. Donc, c'est ce nombre fois ce nombre plus 1 divisé par 2. Donc, ça, c'est égal à 2 fois G1 de n, G1 de n plus 1 divisé par 2 moins G1 de n. Bon, les deux se carapatent. Et j'obtiens quoi? Ben, j'obtiens G1 de n au carré plus G1 de n moins G1 de n. Et donc il me reste juste G1 de n au carré. Donc le G3 de n, en fait, c'est le G1 de n au carré. Pardon. Et donc ça vaut n plus 1 sur 2, le tout au carré, que je peux encore écrire n au carré, n plus 1 au carré, divisé par 4. Ouais, voilà, donc une preuve aussi sans mots. Enfin, il y a un peu des calculs, mais c'est visuel. Donc on a G1, G2 et G3, de plusieurs manières. Pareil, le G3, on va le faire d'ailleurs quand j'aurai fait une formule générale. On peut l'attraper en calculant la différence entre 4 plus 1 puissance 4 moins 4 puissance 4. Alors passons à... Vous avez des questions là-dessus? Non. Donc passons à GP. GP. Monsieur, Donc oui. comment on fait le tirage? Lequel? Celui-là ou celui-là? Celui-ci. Là? Là, je fais juste les... je mets tous les nombres impairs. D'abord, j'en mets 1, ensuite j'en mets 2, ensuite j'en mets 3, 4, etc. Et j'en mets... je les mets à la suite. De manière à ce que dans la dernière ligne, il y en ait n. Et je constate que quand j'additionne horizontalement, comme ça, j'obtiens bien à chaque fois le nombre de jetons qui est dans la ligne au cube. Alors, 3. Formule pour GP. Alors, on a le résultat suivant, c'est que GP de n, donc P c'est un certain entier non nul, et n, donc c'est un entier aussi non nul. Donc GP de n, qu'est-ce que je peux en dire? Alors si j'écris, on peut le vérifier facilement, G1 de n, on a déjà établi, c'est n fois n plus 1 divisé par 2. G2 de n, on l'a vu, c'était n plus 1, 2n plus 1 divisé par 6. Et puis G3 de n, c'était n au carré, n plus 1 au carré divisé par 4. Alors GP de n, on va le vérifier sur ces trois trucs déjà, c'est que c'est en tant que fonction de n, sa dépendance à n, c'est un polynôme en n qui est de degré p plus 1. Vous voyez ici, ça il y a n au carré, c'est de degré 2 en n,
Ça, c'est de degré 3 en n, de degré 4 en n, etc. Donc, c'est 1 de plus que le P. Donc, Gp de n est un polynôme de degré P plus 1 en n. On peut préciser un peu les choses, c'est que son terme constant, le terme constant, il est nul. Là, vous constatez ici, il n'y a pas de... Vous voyez, à chaque fois, c'est qu'il y a n qui est un facteur. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas le terme constant, il est nul. Si vous voulez, n égale 0, annule le... Son terme constant est nul. Et son coefficient de plus haut degré, enfin, du terme de plus haut degré, c'est-à-dire n puissance p plus 1, et 1 sur p plus 1. Vous pouvez le constater, ici, c'est quoi le... Donc ça, c'est un truc de la forme, le terme de plus haut degré, c'est n au carré, donc, et n au carré, c'est quoi le coefficient? C'est 1 demi. 1 demi, c'est bien 1 sur p plus 1 avec p égale 1. Ici, le terme de plus haut degré, vous voyez, c'est 2n au cube sur 6. 2n au cube sur 6, ça fait n cube sur 3. 1 tiers, c'est bien 1 sur p plus 1 avec p égale 2. Et ici, le terme de plus haut degré, c'est bien terme n puissance 4 sur 4. Bon. Donc ça, au moins sur ces exemples, ça semble vrai. Et alors précisément, on a la formule suivante. Donc, précisément, on a la formule. On a la formule suivante. Bon, que l'on attribue à Pascal, le même que celui du triangle, vous allez voir que c'est lié. Alors, je vais faire la preuve en même temps, comme ça je vais laisser un blanc pour la formule. J'ai le temps de me tromper. Donc, je vais laisser la formule en blanc. Et la preuve va me donner la formule. Eh bien, on fait exactement ce que j'ai fait sur 2 exemples déjà. On va calculer. Oui. C'est une question, mais Pascal, c'est pas antérieur à Gauss? Oui, mais Gauss, il. Oui, bien sûr, mais Gauss, il était petit Gauss quand il fait ça. Il est Gauss, il a rien fait là-dessus. Ah. D'accord? C'est pas. Non, ça c'était connu bien avant Gauss. Ok. Simplement, Gauss, à 7 ans, il a trouvé une façon de faire. Quoi. Alors, démonstration. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre k plus 1 puissance p plus 1 moins k à la puissance p plus 1. N'oublie pas. C'est toi. Non, sinon, on prend une chaise. Alors, si vous développez ça, comme on l'a fait déjà à 2 reprises, ça vous donne quoi? Ben là, on va utiliser à fond la formule du binôme de Newton. Donc ça, c'est Newton. Alors, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à la somme. Il ne faut pas que je l'appelle I, l'indice. Ça va être la somme de I égale 0 à P plus 1. De quoi? Ben de... Attention, K il est fixé, c'est pas l'indice je l'appelle I. Hein. Si vous l'appelez K, ben, on va se mélanger les pinceaux dans les notations. Donc, ça va être, on va prendre I parmi P plus 1 fois K puissance I. Et puis moins K à la puissance P plus 1. Voilà ce que dit la formule du binôme de Newton. Ouais.
Bon, alors qu'est-ce qui se passe? C'est comme on l'a fait dans les deux exemples. Le K puissance P plus 1, il est dans la somme ici. Il correspond à quand I vaut P plus 1. Parce que là, quand I vaut P plus 1, vous avez P plus 1 parmi P plus 1, c'est 1. Donc vous vous retrouvez avec K puissance P plus 1 qui se barre avec celui-là. Donc en fait, ça, c'est la somme, simplement, de I égale 0 à P, de I parmi P plus 1, K puissance I. Bon, ça c'est une bête application de la formule du binôme de Newton. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va additionner. Ça, c'est valable quel que soit K. Et donc, on somme. Maintenant, de K égale 1 à K égale N. Là, je mime ce que j'ai fait sur les exemples précédents. Quand vous faites la sommation à gauche, qu'est-ce qui se passe? Tout ce télescope se simplifie, il vous reste juste les deux extrémités. À savoir, si vous faites les deux extrémités, il vous reste donc n plus 1 à la puissance p plus 1 moins 1. Ça, c'est ce qui reste de la simplification massive qui a lieu à gauche. Égal. Maintenant, vous additionnez tous ces trucs de k égale 1 à n. Ça vous donne quoi? Ça vous donne la somme de i égale 0 à p, de p plus 1 de i parmi p plus 1, et puis là, vous additionnez tous les k puissance i. Donc ça, c'est les GI de n. Donc cette formule, vous voyez, elle met ensemble tous les GI de n. Et donc celui qui m'intéresse, moi, c'est GP de n. Donc vous pouvez l'isoler. Ça vaut combien pour GP de n? Si vous prenez I égale P, ça vous fait P parmi P plus 1. Non, P parmi P plus 1, c'est P plus 1. Donc vous pouvez l'isoler. Donc ça, c'est égal à P plus 1, GP de n, plus la somme de tous les précédents. Somme de I égale 0 à P moins 1, de I parmi P plus 1, GI de n. Et donc, vous avez la formule que je peux écrire maintenant, c'est que GP de n reste égal à 1 sur P plus 1. 1 sur P plus 1 fois n plus 1 puissance P plus 1 moins 1, moins la somme I égale 0 à P moins 1 de I parmi P plus 1, GI de n. Donc vous voyez, ça, cette formule, en fait on l'a utilisée deux fois sans la formaliser. Elle vous permet de calculer GP de n si vous connaissez tous les GI de n précédents. Et donc de manière itérative, on peut calculer, par exemple si on fait P égale 4, P égale 4, ben, je vais calculer. Donc, là, le 1 sur P plus 1 que j'ai écrit ici, on le retrouve là. Vous pouvez vérifier que les affirmations que j'ai dites au début sont bien vérifiées immédiatement grâce à cette formule. Donc, si je veux calculer G4, G3, celui-là, je vais calculer G3 de n, là ça va faire 1 quart. Là, je vais développer n plus 1 puissance 4 moins 1, développer. Et ici, ça va faire intervenir quoi? Ça va faire intervenir G2, G1 et G0. Et G0, c'est évidemment, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, n fois, donc c'est n. Voilà. Alors, là, j'ai le choix entre les 17h21, donc il me reste quoi En gros, jusqu'à 45 pour la partie exposée.
Bon, voilà. Alors, Par là, contre, j'ai le juste- choix SAT, j'applique cette formule pour calculer, mais je pense que c'est mieux de passer sur l'analyse, ça changera un peu. Juste, je pense que tu as été un peu évasif sur le. Quand tu as sommé de k égale 1 à n, pourquoi tu as pu transformer en GI de n? Parce que je pense qu'ils n'ont pas compris l'argument Oui, de la oui, double bien sûr. sommation. Bien sûr, il y a une double sommation, mais bon, je vais la passer un peu. Ok, d'accord. Oui. En fait, vous voyez, vous additionnez ça, vous allez sommer de k égale 1 à n et vous permutez les deux sigma. Et le sigma de k égale 1 à n, vous le faites rentrer là-dedans et vous récupérez GI de n. Parce que Ouais. les i parmi p plus 1, le paramètre k n'apparaît pas dedans. C'est pour ça que vous pouvez rentrer la somme factorisée par le i parmi p plus 1 et mettre la somme sur les k puissance En i. fait, j'ai un truc comme ça, je fais somme de k égale 1 à n, de somme de i égale 0 à p, de p plus 1 i à la puissance i. Et ces deux sommes finies. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, quand j'avais, mettons, 3k carré plus 3k, et que j'ai additionné, j'ai bien dit que c'était 3 fois la somme des k carrés, donc j'ai permuté les coefficients binomiaux, la somme avec les coefficients binomiaux, avec la somme de k égale 1 à n. Mais là, c'est pareil. Donc ça, c'est la somme de i égale 0 à p, de p plus 1 i, et puis somme de k égale 1 à n, des k puissance i. Et ça, c'est GI de n. Voilà, bon, vous y réfléchirez à tête reposée, mais c'est pas, il n'y a pas de... Si vous l'écrivez si vous regardez les premiers exemples qu'on a fait, vous comprendrez ce qui se passe. Voilà, et donc, vous pourrez, exercice, calculer, retrouver G3 grâce à cette formule, puisque je ne l'ai pas fait par différence finie, et calculer G4, par exemple. Si vous voulez, je l'ai tout écrit, le calcul, je pourrais l'envoyer à monsieur Roy, ceux qui s'intéressent. Ils le verront. Alors, je préfère passer dans le temps qui reste à un truc qui est quand même assez rigolo. Donc, imaginons que votre petit gosse, là, donc, soit venu à bout de tout ça. Je rappelle, donc, c'est pour répondre à la question de M. Leroy, ce n'est pas des travaux de gosse, tout ça. C'est simplement que gosse, quand il était petit, aurait trouvé une façon de trouver des G1 de n. Donc, c'est des travaux qui sont plutôt antérieurs. Vous voyez, les outils, c'est là. C'est plutôt Pascal, Newton, Bernoulli qui ont travaillé sur ce genre de trucs. Alors, donc là, je ne sais plus où j'en suis dans la numérotation, mais disons 5 peut-être. Je crois que c'est 4. Ouais, c'est 4. Alors, donc si votre vraiment gosse il est irréductible et qu'il résout tout, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui dire, bon, mon gars, maintenant tu vas calculer ça. Ça, quand je mets des petits points comme ça, c'est-à-dire je lui dis, bah, tu additionnes, mais tu t'arrêtes pas à n. Tu vas, entre guillemets, jusqu'à l'infini. Qu'est-ce que tu vas trouver? Alors, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous diriez? Plus infini. Ah oui. Puisque quand vous arrêtez à... en fait, donc, lorsque vous avez des nombres comme ça, une suite de nombres, ici c'est la suite simplement UK égale K, si vous additionnez tous les termes, vous pouvez trouver un résultat fini, ça peut arriver. Mais pour donner du sens à la somme infinie de termes, en fait, il y a un passage à la limite. Donc, si vous voyez 1 plus 2 plus n plus... Ben ça, c'est par définition la limite, car n tend vers plus l'infini, de 1 plus 2 plus n. Ça, c'est général. Si vous prenez une autre suite, mais dans la suite géométrique de raison 1,5, vous faites 1 plus 1,5 plus 1 quart, plus etc. Bon, vous allez trouver un certain résultat. En additionnant jusqu'à n, vous faites la limite lorsque n tend vers l'infini. Donc, si vous appliquez cette définition, bah, vous trouvez quoi? C'est la limite quand n tend vers l'infini de n plus 1 sur 2, parce que ça on l'a calculé. Et bon, cette suite, évidemment, elle tend vers l'infini, donc égale plus l'infini.
Bon, donc le problème est réglé, c'est plus infini. Alors en fait, il n'est pas si réglé que ça. Sinon, je ne vous en parlerai pas. Donc c'est que au début du XXe siècle, donc je l'ai parlé tout à l'heure d'un certain mathématicien qui s'appelait Ramanujan, comme gosse, il est issu d'un milieu bon, peut-être très très modeste. C'est un gars qui était autodidacte. Et en Inde, il était plus ou moins comptable. C'était une espèce de magicien des nombres. Il était peut-être calculateur prodige, très à l'aise avec les nombres. Il faisait de la comptabilité dans une entreprise. Ouais. C'est à quelle époque? Il est né vers les années 1880 et mort un petit peu après 1887 et il est mort un peu après la Première Guerre mondiale. À 32 ans, hein, donc il n'est pas mort bien vieux que des gens qui meurent jeunes. Et donc, ce gars-là écrit un jour une lettre, parce qu'il avait appris plein de maths. Il écrit une très longue lettre avec plein de résultats mathématiques à un des plus grands mathématiciens britanniques qui s'appelait Hardy, qui était professeur à Cambridge. Donc il écrit une immense lettre. Et bon, le Hardy, quand il reçoit ça, d'abord il croit que c'est une blague que lui a fait son meilleur collaborateur et ami Littlewood. Et puis en fait il se rend compte que ce n'est pas le cas et que cette lettre elle vient forcément de quelqu'un d'absolument hors norme, génial. C'est-à-dire il y a plein de formules absolument acadabrantes, voilà, mais absolument pas prouvées. La plupart ne sont pas prouvées. Il y a des preuves très, très, très sommaires. Donc Hardy fait venir en Angleterre ce gars-là, et puis ils ont une collaboration très fructueuse. Bon, je vous passe. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder le film avec Jeremy Irons qui s'appelle Infinity. Je vous conseille, c'est très bien. Voilà. Alors, et qu'est-ce qu'il écrit, le Ramanujan, là, en question? Il écrit que dans cette égale, alors tenez-vous bien, moins 1/12. Alors, c'est doublement intriguant parce que d'abord, c'est un résultat fini. Et en plus, additionnant que des nombres strictement positifs, vous obtenez un nombre négatif. Alors, il donne la... Bon, je ne sais pas si j'aurai le temps de donner une preuve, mais juste pour la petite histoire, bon, Hardy est plus ou moins, entre autres, stupéfait par cette formule. Et bon, le temps passe, Ramanujan est mort, et dans les années, ce qui est incroyable, c'est que dans les années 40, en 1948 exactement, il y a un physicien néerlandais qui s'appelait Hendrik Casimir. Qui fait, bon, je ne suis pas physicien, je ne peux pas vous expliquer, il est en train de monter une théorie qui met en évidence ce qu'on appelle l'énergie du vide, l'énergie quantique du vide. Et dans son calcul d'énergie, il est amené à additionner tous les nombres. Il trouve l'énergie qu'il est en train de calculer, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n à l'infini fois quelque chose. Et donc il a une énergie qui est infinie. Une énergie infinie en physique, ça ne va pas. C'est pas physique. Bon. Donc ça veut dire qu'a priori, sa théorie, elle ne tient pas debout. Mais là, il entend parler, ou il se souvient avoir lu que des mathématiciens ont affirmé ça. Alors il dit, qu'à cela ne tienne, je mets moins 1/12 dans ma formule. Donc il obtient une énergie finie et négative. Donc le truc est correct, enfin est correct. Et il a quelque chose qui a du sens. Est-ce que c'est vrai ou pas? Vous savez, en physique, on fait des théories, mais après, il faut les valider par l'expérience. Et il se trouve que, plusieurs années plus tard, sa théorie est validée par l'expérience. Autrement dit, la physique, donc la nature, semble donner raison à cette formule. Alors, je vais essayer de vous en dire un peu plus sur cette formule. Donc, si je prends une suite UN, de manière générale,
Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On additionne les termes jusqu'à un. Et si la limite kn tend vers plus infini de ça existe et est finie, ben, on pose que cette limite, on dit que c'est la somme de la série, et on écrit ça, somme de n égale 0 à l'infini du n. Bon. Donc, exemple de série, exemple. Alors, vous prenez un égale 1 sur 2 puissance n. J'en ai parlé ce matin, ceux qui étaient là déjà. Ben, si vous faites ça, vous avez u0 plus u1 plus un, c'est égal à quoi? Ben, ça fait 1 plus 1 demi, plus 1 demi au carré, plus etc. plus 1 sur 2 puissance n. Et alors, est-ce que vous savez sur les suites géométriques, les suites géométriques, ça vous allez voir que ça tend vers 1 plus ici 1, donc 2. Donc on peut dire que la somme de tous les termes depuis n égale 0 de la série géométrique, c'est 2. Mais si par exemple vous prenez trois exemples pour comprendre. Si vous prenez un égale 1 sur n, par exemple, c'est-à-dire si vous faites 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 quart, plus etc. Quand vous faites, vous additionnez jusqu'à 1 sur n, on peut vérifier ben, que ça a une limite, mais à l'infini. Ça tend vers l'infini, ça s'appelle ça la série harmonique. Ça tend vers plus l'infini. Et puis, troisième exemple. Si vous prenez la suite étant moins 1 puissance n, mais quand vous calculez u0 plus u1 plus u2, etc., qu'est-ce qui va se passer? Là, vous allez avoir 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. Donc en fait, ça ne va pas avoir de limite, parce que tantôt, ça va valoir 1, tantôt 0. 1, 0, 1, 0, 1, 0, etc. Donc ça n'a pas de limite. Donc la série n'a pas de somme. Voilà. Donc ça c'est la théorie classique des séries. Une série est dite, le terme c'est convergente, si lorsque j'additionne les termes jusqu'à n, je fais la limite, j'obtiens une limite finie. Si je n'ai pas une limite finie, comme ici, ou si je n'ai pas de limite du tout, la série est dite divergente. Alors évidemment, les mathématiciens ne se contentent pas de s'arrêter là. Et donc ils ont imaginé, mais si j'ai une série divergente, est-ce que je ne pourrais pas la sommer, l'additionner en un autre sens? Et donc, un des premiers qui a travaillé là-dessus, c'est encore un monument des maths, c'est Euler, au XVIIIe siècle. Euler, il a écrit un papier sur la sommation des séries divergentes. Alors par exemple, une série comme ça, là, moins 1 puissance n, ben on peut définir au moins deux processus de sommation qui lui donnent une valeur qui est assez naturelle. Vous auriez envie de dire qu'elle vaut combien la somme? Parce qu'elle vaut tantôt 1, tantôt 0. 1, 0, 1, 0. Donc, on a envie de dire que la somme, elle vaut 0,5. Voilà. Leibniz déjà avait dit ça. C'est-à-dire qu'en moyenne, vous voyez, bon, elle n'arrive pas à se décider entre 1 et 0. Ben, vous dites qu'en moyenne, elle vaut 1,5. Et donc, on va dire que 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, etc. égale 1,5. Alors, tout est là, c'est que le égal qui est ici et le égal qui est ici, qui est, mettons,
quand j'écris ici que 1 plus 1 demi, plus etc., plus 1 sur 2 puissance n, plus etc. égale 2, ce égal et ce égal, en fait, ils n'ont pas le même sens. Et déjà, toute l'ambiguïté de cette formule, elle est là-dedans. Il y a un grand mathématicien, un autre, qui s'appelait Henri Poincaré, mathématicien français au tournant 19e, 20e aussi, qui a dit la chose suivante: faire des mathématiques, c'est donner des noms différents. C'est donner le même nom à des objets différents. Et là, typiquement, vous voyez, quand j'écris égal ici, et quand j'écris égal ici, c'est pas pareil. Parce que ici, j'ai défini la somme comme étant la limite de la limite qui existe, de la somme dite partielle, quand j'additionne jusqu'à n. Et ici, ça ne peut pas être le même sens, puisque cette somme ici n'a pas de limite. Donc c'est en un autre sens, que je n'ai pas le temps de préciser. Et donc, quand on écrit que 1 plus 2 plus n plus à l'infini, si tant est que ça soit égal à moins 1/12e, le égal qui est ici n'est évidemment pas à prendre au sens usuel, parce que le sens usuel, vous l'avez donné tout à l'heure, vous avez dit que ça tendait vers plus l'infini. Donc au sens usuel, ça vaut plus l'infini, mais en un sens à préciser, pourquoi pas, ça vaut peut-être moins 1/12e. D'accord? Alors, comment il a fait Ramanujan? Alors déjà, on peut partir de cette somme, 1 plus, moins 2, plus 3, moins 4, plus 5. Si vous faites ça, alors ça vaut... Vous pouvez lui donner un sens. Alors, si vous prenez cette somme, 1, moins 2, plus 3, moins 4, plus 5, si vous essayez de voir si ça a une limite, ça n'a pas. Donc la série qui est ici, là, elle n'est pas convergente. Mais en un sens généralisé, on peut voir, Euler a défini un sens tout à fait rigoureux, disant que ça valait un quart. Ça, Ramanujan le savait. Alors à partir de ça, voilà la manipulation que fait Ramanujan. Il reste combien, tu as dit? 5 minutes. 5? Ouais. Donc dans son papier, bon, il donne un nom à cette somme. Donc C égale 1, plus 2, plus 3. Ça c'est Ramanujan. Hein. Qui est écrit, c'est dans sa lettre à Hardy. Vous pouvez le trouver sur Internet. 4, plus 5. Voilà, ça, il veut calculer ça. Alors, il fait moins 4C. Alors, moins 4C, et il écrit comme ça. Donc, moins 4C, ça va faire moins 4, moins 8, moins 12, etc. Donc, le moins 4, il le met là. Le moins 8, il le met là. Après, il faudrait que j'en écrive un peu plus, si vous voulez, si on veut y voir clair. Donc 5, 6, 7, 8. Donc moins 8, après, donc j'ai dit moins 9, moins 12. Etc. Vous voyez, vous les distribuez 1 sur 2. Et vous additionnez. Que va-t-il se passer? Ben, vous allez trouver que C moins 4C moins 3C égale 1, moins 2, plus 3, moins 4, plus 5, moins 6, etc. Qui vaut un quart, qui va en l'air. Et donc c'est également une. Alors, cette preuve, même si elle est écrite par l'un des plus grands génies de tous les temps, elle est quand même absolument pas recevable. Il y a des tas de raisons. Parce que si vous faites n'importe quel type de manipulation avec
avec des nombres, avec des nombres. En fait, en supposant à l'avance que C est un nombre réel qui est bien défini, vous pouvez écrire n'importe quoi. Par exemple, imaginons, vous prenez, appelons S égale 1 plus 1 plus 1 plus 1, etc. Bon, si je me mets à manipuler ce genre de truc, je peux dire que S, il est égal aussi à 1, j'ajoute un 1. Je ne suis pas à 1 près, hein. Il y a une infinité. Je peux l'écrire comme ça. Et dans ce cas, j'obtiens que ça, c'est S. Donc j'ai S qui vaut 1 plus S. Donc S, donc si je peux simplifier, j'obtiens 1 égale 0. 1 égale 0, c'est la fin des mathématiques. 2 égale 0, ça va, mais 1 égale 0, ça ne va pas. 2 égale 0, c'est pas l'informatique. 1 plus 1 égale 0. Donc, vous voyez, donc ça veut dire qu'on ne peut pas manipuler à tort et à travers ce genre de truc. Parce que là, en fait, on est en train d'écrire quoi? Ça, en fait, c'est plus infini. On écrit que plus infini, oui, c'est plus infini plus 1 et on simplifie par plus infini. Donc, il faut faire attention. Mais néanmoins, alors je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, il y a quand même des tas de raisons de penser que cette égalité, en un sens qu'on vient de préciser, qui n'est pas le sens usuel, a des raisons profondes d'avoir du sens. Et pour ça, il me faudrait encore un petit moment. Je vous invite, si vous tapez sur Google, vous tapez somme des entiers. Somme des entiers, image des maths. Image des maths, c'est une espèce de truc qui est fait par le CNRS, il y a plein de petits articles. Vous tapez ça, donc il y a un article là-dessus, et il renvoie à plusieurs vidéos. Donc je ne sais pas si est-ce qu'il y en a qui aura des vidéos de maths. Ouais, non, mais je pensais pas. Non, les plus connus, c'est quoi? Il y a un Micmac là de Michael Launay, Science for All, Mathologer. Bon, il renvoie à 3 vidéos en tout cas, qui parlent de ça de manière plus approfondie que ce que j'ai le temps de faire ici. Voilà, donc je crois que je vais m'arrêter là pour l'exposer, faute de temps. Donc, s'il vous plaît, du coup, on va passer à la phase de questions. Donc, si vous avez des questions sur, éventuellement l'exposé, parce que, on est assez vite sur. Robert est allé relativement vite sur certaines choses. Sinon, on peut passer directement aux questions sur qu'est-ce que c'est le métier d'enseignant-chercheur en mathématiques, comment ça se passe les mathématiques dans le supérieur, comment ça se passe les maths en licence, enfin tout ce genre de questions. Alors, je vous écoute. Concrètement, vous cherchez quoi en tant que chercheur en mathématiques? Que tu cherches des maths ou de la physique ou de l'informatique tu cherches évidemment des nouvelles choses par définition. Les objets, donc tu cherches soit des nouveaux outils, tu cherches des propriétés, de nouvelles propriétés d'objets mathématiques, ou bien tu introduis de nouveaux objets mathématiques que tu penses pertinents. Dans tous les cas, quoi que tu fasses, tu essaies de répondre à des questions. Donc des questions, soit des questions que tu t'es posées, parce que quand tu commences à réfléchir à un sujet, naturellement il te vient des questions. Alors ces questions, tu peux très bien te poser une question qui a déjà été résolue. Donc évidemment, il faut faire un peu de bibliographie pour savoir si tu n'es pas en train de chercher quelque chose qui a déjà été résolu, que sinon tu es en train de perdre ton temps. Ou bien des questions qui ont été posées par d'autres. Et alors, si c'est des grosses questions qui ont pignon sur rue depuis des années, on appelle ça des conjectures. Alors, il y en a des célèbres. Par exemple, il y a 2 ans, j'avais parlé d'un truc qui s'appelle l'hypothèse de Riemann, qui est un des. Si vous voulez gagner des sous, ça c'est un des problèmes à $1 million. Si vous le résolvez, vous avez $1 million. C'est quoi le problème Alors justement, c'est en lien avec la fin de ce que j'allais vous raconter
ce que j'aurais pu vous raconter sur le moins 1/12e, il y a une certaine fonction. Je vois que dès que je parle d'argent, vous êtes intéressé. Ah, justement, c'est une série, là. Vous additionnez, je vous ai dit que quand vous additionnez 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 sur n, etc., ça tend vers l'infini. Mais en réalité, si vous faites la somme des 1 sur n puissance s, de n égale 1 à l'infini, si vous avez s qui est strictement plus grand que 1, alors cette série converge, c'est-à-dire que la somme est finie. Par exemple, si vous faites s égale 2, vous trouvez pi au carré sur 6. Exemple. Bon. Ça s'appelle la fonction de zeta de Riemann. Encore un grand mathématicien qui est mort assez jeune aussi. Ne croyez pas que tous les mathématiciens meurent jeunes. Mais... Et alors, cette fonction, bon, elle est, là, on l'a définie pour les réels, mais elle peut être définie sur tous les nombres complexes. Alors, si vous êtes en maths expert, donc vous savez ce que c'est les nombres complexes. Plus généralement, elle est définie pour tous les nombres réels, pour tous les nombres complexes dont la partie réelle est strictement plus grande que 1. Et alors, les mathématiciens, eh bien, ils ont imaginé ce qu'on appelle un prolongement de cette fonction, qui est valable. Donc là, toujours pareil, on donne le même nom, on l'appelle toujours zeta, mais elle est définie en fait par autre chose que cette somme. Et les mathématiciens ont réussi à l'étendre à tout le plan complexe, tous les complexes sauf le complexe 1. Voilà. Et donc Riemann a dit que l'endroit où s'annulait cette fonction était situé sur une droite très particulière du plan complexe. Depuis lors, on a vérifié expérimentalement que tous les zéros, tous les endroits qui annulent la fonction sont effectivement situés sur cette droite. On prenait des nombres astronomiques de zéros situés tous sur cette droite, mais on n'a jamais prouvé, jusqu'alors, qu'ils étaient tous situés sur cette droite. Ça s'appelle l'hypothèse de Riemann. Donc c'est un problème à $1 million. Alors, pourquoi je parlais de ça? Parce que, voilà, donc ça c'est, Riemann c'est deuxième moitié du 19e. Donc c'est un truc qui traîne depuis 150 ans. Par exemple, dans les années 90, 97 exactement, il y a un certain Andrew Wiles, mathématicien britannique, qui a résolu un vieux problème qui était tricentenaire, qui avait été posé par Fermat. Donc Fermat, c'est l'époque de Pascal, Blaise Pascal, qui disait que... J'aurais raconté. Tu l'as raconté. Ouais. Bon. Donc comme ça, il y a des problèmes qui ont pignon sur rue pendant très 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 longtemps. Donc évidemment, travailler sur ce type de gros morceaux, d'abord il faut être hyper costaud et puis vous risquez effectivement d'y passer du temps entre guillemets pour rien. Mais comme j'expliquais aussi ce matin, même si vous attaquez à quelque chose d'un peu difficile, bon là c'est pas un peu difficile, c'est abominable, c'est pas parce que vous n'allez pas arriver au bout, c'est-à-dire complètement résoudre le problème, que vous n'aurez rien fait. Parce que, par exemple, pour l'exemple de Fermat, ou sur l'hypothèse de Riemann, les gens, ils accumulent des tas de résultats qui ne sont pas la réponse, mais qui sont des réponses partielles. Et donc, il faut avancer la science, sans être arrivé au bout. Voilà, donc c'est ça le travail de mathématicien. Alors, vous travaillez sur des grosses questions, sur des petites questions, des questions que vous avez posées, des questions qu'ont posées d'autres. Et vous essayez de comprendre ce qui se passe. Comment vous êtes rémunéré en tant que chercheur? Alors ça, c'est un package. On est enseignant-chercheur, on a un certain service d'enseignement. Ce qui est comptabilisé réellement, c'est l'enseignement. C'est-à-dire que si je ne vais pas en cours, je vais avoir des problèmes comme si M. Roy ne va pas en cours. En revanche, qu'on cherche ou qu'on ne cherche pas, on ne va pas diminuer le salaire pour autant, ni l'augmenter d'ailleurs. Mais le paradoxe, c'est que, donc en fait, le seul truc qui est vraiment comptabilisé, c'est l'enseignement. Et le service d'enseignement, c'est à peu près la moitié d'un service d'un enseignant du secondaire. Mais en même temps, c'est que la recherche qui compte pour la progression dans la carrière. Donc c'est un peu le paradoxe. Si vous ne faites pas de recherche, vous n'avancez pas trop dans la carrière. Mais on ne vous vire pas. Voilà.
C'est ça là ta question? C'est ça. Donc la rémunération, elle n'est pas calculée sur la recherche. Mais imaginons vous répondez à une question partielle que d'autres s'est posée mais que vous trouvez la réponse. Vous ne recevez pas un petit cash parce que vous avez trouvé une réponse. Non, il n'y a pas. Même si. Alors, après, il y a quelques problèmes comme ça légendaires qui sont avec des primes d'1 million d'euros, de dollars. Vous avez des prix aussi. Alors, c'est des médailles. Par exemple, si vous avez la médaille fixe, qui est la consécration pour un mathématicien, on va dire, pour faire très court, que c'est comme les prix Nobel. Ben, si vous recevez le prix Nobel, vous avez des sous. Ah là, la médaille fixe, c'est pareil, vous avez de l'argent. Donc, si vous recevez un grand prix scientifique, c'est en général assorti d'une certaine somme d'argent. Mais après, en tant que salarié du ministère de l'Enseignement supérieur, la recherche, qu'elle soit nulle ou brillante, elle ne va pas être récompensée au niveau. On ne va pas te donner une prime parce que tu as écrit un super article. Les autres questions? C'est quoi une grande question entre guillemets à laquelle vous avez répondu? La plus grande question? Oui, selon vous. Disons que quand j'ai fait ma thèse, j'étudiais un certain type de système on va dire, issu de la mécanique, qu'on appelle des systèmes bi-hamiltoniens. Et ma thèse, elle s'est passée sur le fait que j'ai montré que il avait été dit que cette notion de système bi-hamiltonien était équivalente à une autre. Donc dans ma thèse, j'avais montré que ce n'était pas le cas. Donc j'avais quelque part une erreur. Et donc j'avais donné des contre-exemples, puis après j'avais étudié les propriétés géométriques de ces systèmes. Et donc, je me disais, et d'autres me disaient, que certainement, non seulement c'était pas équivalent, mais qu'en fait, c'était pire que ça. C'est un peu comme ceux qui étaient là ce matin. C'est-à-dire, non seulement il y avait des contre-exemples, mais qu'en gros, la règle, c'était le contre-exemple. C'est-à-dire que c'était extrêmement rare que les deux notions coïncident. Et donc, c'est un truc qu'avec un collègue de Montpellier, on a montré il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est le truc que on a montré que dans un certain sens, l'ensemble des fonctions qui vérifient l'équivalence, il est très très rare. Il n'y a pas grand-chose dedans. Alors après, pour les maths, ça je l'ai dit, je crois, ce matin, vous avez des gens qui font des mathématiques dites appliquées, des gens qui font des mathématiques dites fondamentales. Mathématiques fondamentales, vous posez des questions à l'intérieur des maths. C'est des maths pour les maths, pour la beauté du geste. Ça peut être utile à l'intérieur des maths, à d'autres. Et après, ça peut être récupéré aussi par des gens qui font plus d'applications. Et puis après, vous avez des gens qui font des mathématiques appliquées, qui sont plus à l'interface avec la vraie vie, qui discutent avec le monde extérieur et qui essaient de trouver des modèles, par exemple, mathématiques de certaines situations physiques ou économiques, biologiques. Moi, je suis plutôt du côté des maths. Vous êtes spécialisé dans quel domaine de... Géométrie différentielle. Alors, géométrie différentielle, oui, voilà, c'est de la... On fait, ça, comme j'ai dit ce matin, je crois aussi, c'est du calcul différentiel. Le calcul différentiel, c'est le calcul des dérivés, qui a été inventé par Newton et Leibniz au XVIIe siècle. Donc, vous savez dériver des fonctions d'une variable x, qui vit dans un intervalle de R. Un peu plus tard, vous apprendrez, vous savez, par exemple en physique en particulier, vous pouvez avoir des fonctions qui dépendent de plusieurs paramètres. Vous pouvez avoir, je sais pas, la pression, la température, ou je ne sais quoi. Donc, il y a plusieurs variables. Donc, il faut donner une notion de dérivation de ce genre de fonctions, de plusieurs variables. Et le x1, xn, ça vit toujours dans un, mettons, s'il y a deux variables, dans un petit morceau du plan ou de l'espace 3D gentil. Eh bien, la géométrie différentielle, ça va étudier des fonctions où la variable ici, on va dire, elle vit dans un monde courbe, comme une surface ou des analogues multidimensionnels de surface qu'on appelle des variétés. Donc en fait, faire de la géométrie différentielle, c'est faire du calcul différentiel sur des variétés.
à la gauche. Vous avez d'autres questions? Non mais je voulais faire pas 5 minutes avant, hein, donc soyez imaginatifs pour vos questions. Hein. Sinon, c'est vrai que nous en parle. Mais du coup, en mathématiques, il y a quelque chose de pas concret qu'on va pas aller au bout, qu'on ne peut pas appliquer comme de la chimie, ça pose pas des problèmes de temps en temps. En fait, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on peut faire de la recherche dans les mathématiques. Bah, je te dis, tu te poses des. Par exemple, là, bon, là, c'est. Je cherche pas mon message. Par exemple, le Riemann a dit, voilà, tous les S qui, donc zeta de S, le prolongement de cette fonction, égale 0, ils sont tous situés à cet endroit, bah, tu essaies de le trouver. Ou de l'infirmer. Il suffit de trouver un 0, un endroit où ça annule la fonction qui n'est pas sur la droite qui a été dit, le problème est réglé, par la négative. Le grand théorème de Fermat, bon, bah, c'est pareil. Vous pouvez prendre mettons, la conjecture de Goldbach. Ça, c'est un problème qui a pignon sur rue aussi depuis plusieurs siècles et qui est très simple à énoncer. Vous prenez n'importe quel nombre pair supérieur à ou égal à 4, c'est toujours la somme de deux nombres premiers. Vous pouvez essayer, hein, vous pouvez vous occuper toute la nuit si vous voulez. 4, c'est 2 plus 2, 6, c'est 3 plus 3. 8, alors c'est pas 4, c'est 4 plus 4, mais 4 plus 4, il a tendance à ne pas être trop premier, donc ça marche quand même. C'est 5 plus 3, 10 c'est 5 plus 5, 12 c'est 7 plus 5. Bon. Vous pouvez essayer, jusqu'à 10. Plus 1 aussi. Non, 2. Ah. Tout nombre pair supérieur ou égal à 4 est la somme de deux nombres premiers, conjecture de Goldbach. Mais ça c'est tu. Vous voyez l'énoncé, vous pouvez l'expliquer à un enfant. Pourtant, c'est pas prouvé à ce jour. Mais il y a des tas de travaux, en particulier d'un certain Terence Tao, qui, à défaut d'avoir prouvé ça, ça c'est toujours ouvert, vous pouvez vous dire, ça fait peut-être partie des, je sais pas si ça fait partie des problèmes à $1 million. Je crois Bon, pas. vous pouvez vous dire, je ne crois pas non plus. En tout cas, c'est un problème réputé extrêmement difficile. Donc il y a des gens qui cherchent là-dessus. Tu vois, là, on peut se dire, en plus, vu la nature du problème, vraisemblablement, ça n'a pas d'application. Même, quand je dis ça avec application, ça veut dire que vraisemblablement, ça n'aura peut-être jamais d'application. Peut-être il y a des gens brillants qui cherchent ça, qui ont fait, à défaut de le prouver, des avancées assez importantes dans le domaine. Voilà ce qu'ils cherchent. Et après, juste une anecdote, parce que je parlais de Hardy tout à l'heure à Cambridge, celui qui a accueilli Ramanujan, pour montrer qu'il faut se méfier des trucs qui ne s'appliqueront jamais. Hardy, donc c'est un spécialiste de théorie des nombres, c'est-à-dire ce genre de questions, quoi. Propriété des nombres entiers. Et il disait que, en gros, ce qui lui plaisait là-dedans, c'est qu'il était à peu près certain que jamais, au grand jamais, ça aurait d'application, en particulier militaire. Pacifiste, non. Or, toute la cryptographie moderne, vous savez, c'est l'art des codes secrets, elle repose sur la théorie des nombres, et donc des trucs qui ne servaient à rien au départ. C'est à la base de toute la cryptographie moderne. Et qui dit cryptographie, il dit qu'il y a des militaires pas là. En tout cas, c'est des trucs utilisés. Donc il faut quand même se méfier des trucs qu'on pense ne jamais s'appliquer. Vous avez d'autres questions? Monsieur Roy, c'est un bon élève. Comment? Qui gosse? Non, moi. Ah, monsieur Roy. Oui, c'est un bon élève, oui. Enfin, il avait un bon étudiant, oui. Oui, oui. C'est un bon prof non plus. Là aussi. Je voulais bien former. Voilà, ça fait. C'est la généalogie. Ça, j'enverrai ce que j'ai rédigé à M. Roy si vous voulez reprendre certains trucs à tête reposée et des trucs que je n'ai pas eu le temps de dire. Voilà. Bon, eh bien, on s'arrête là du coup. C'est 6h01, je crois que c'est là. Ouais.